Zulf Lawan, bienvenue dans Graffiti. Pour ce présent numéro, il sera largement question de littérature kabyle et d'Alger. Pour cela, j'ai l'honneur et le grand plaisir de recevoir le photographe et compositeur Jean-Pierre Stora et l'écrivain et universitaire Djemal Arsqi. Jean-Pierre Stora, bienvenue à Berbère Télévision. Merci de m'accueillir. Je vous en prie. Djemal Arsqi, bienvenue aussi dans le Graffiti, bienvenue à Berbère Télévision. Merci. Je vous en prie aussi. On va commencer le débat avec Jean-Pierre Stora, qui a donné les photos de ce beau livre vraiment à parcourir, Alger d'hier et de toujours, dont le texte est celui du poète et romancier Alain Vircondelet. Alors, monsieur Jean-Pierre Stora, est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur la genèse de ce livre ? Comment est-ce que vous l'avez fait? Comment est-ce que vous avez eu l'idée de faire ce livre? L'idée était présente en moi déjà depuis un long moment. J'ai participé à bon nombre de livres sur l'Algérie, de manière générale, et je suis né à Alger. J'y ai vécu jusqu'à l'âge de 23 ans, et je désirais, mais vraiment avec force, arriver à faire un livre sur ma ville natale. Ce n'était pas évident, premièrement, parce qu'il y avait des photos déjà qui avaient été publiées dans tel ou tel ouvrage, et puis d'autre part aussi et surtout parce que les éditeurs, quand vous leur dites on fait un livre sur une ville, pratiquement Alger, ils vous disent ah oui c'est très bien, bon le texte peut être intéressant, les photos peuvent être belles, mais on se coupe du public qui n'est pas d'Alger. Oui. Et puis on a joué le jeu communément, le livre est sorti. Et puis, je dois dire que, aussi bien Alain que moi, nous en sommes très heureux. Il est accueilli très favorablement. Effectivement, c'est déjà un succès de librairie, hein, on peut le dire. Hein, le livre marche très bien, mais il y a de quoi vraiment parce qu'il y a de très belles photos. C'est bien agencé, hein, les époques se chevauchent. Donc, on a les époques anciennes, mais on a aussi des photos assez récentes. Oui, parce que j'ai trouvé que c'était normal. Pour ma part, je suis retourné bon nombre de fois en Algérie après 1962. Et pour moi, Alger n'a pas cessé d'exister en 1962. Oui. Alger a existé avant, il existe maintenant, il existera toujours, et non seulement sur un plan géographique, politique, mais sentimental. Bien sûr, bien sûr. C'est une évidence que beaucoup d'êtres humains aujourd'hui, à travers les quatre coins du monde, portent dans leur cœur cette belle ville. Alger est belle quand même. Oui, oui. Alors on va dire parce que je suis né là-bas, je suis chauvin. Mais sans aucun chauvinisme, oui. Mais c'est vrai. Et alors, j'ai réussi un exploit. C'est lequel? C'est-à-dire qu'en 83, il y a, je n'aime pas l'expression pied noir, mais enfin, puisque ça permet de comprendre, oui. Disons, des pieds noirs, retournés, eux, pour la première fois en Algérie, avec, je ne sais pas pourquoi, une relative appréhension. Et oui. Ils m'ont demandé si je voulais être un peu le chef de groupe. Oui, mais où comptez-vous aller à Alger? Oh ben on va aller là, on va aller là, on va aller là. Et la Casbah, la connaissez-vous? Oh non. Mais je dis non, pourquoi? Eh bien alors on va aller se promener dans la Casbah. On y est allé. Ils étaient ravis de découvrir. J'avais avec moi un jeune homme qui faisait un petit peu le guide historique de la Casbah. Moi, j'y étais déjà allé un certain nombre de fois, et c'est quelque chose de merveilleux. Vous consacrez tout un chapitre dans le livre, hein, justement, à cette ville citadelle, la Casbah. Absolument, absolument. Et vous mettez de très très belles photos de la Casbah. Ben, j'ai pu en faire énormément, d'abord parce que j'y suis retourné pas mal de fois, et j'ai voulu faire des photos en hiver, en été, le matin, le soir, parce que l'éclairage n'est pas du tout le même, bien évidemment. Chose, oui. Et j'ai eu la possibilité d'accéder aux maisons de la Casbah, et plus exactement aux terrasses de la Casbah, parce que l'un de mes amis qui faisait de la bande dessinée à Alger, qui aujourd'hui est décédé, qui s'appelait Sidali Melouar, était un enfant de la Casbah.
Et c'est lui, lorsqu'il a su que je voulais faire toutes ces photos, qui m'a dit, bon, bah, alors je vais t'y amener. Et puis, il me permettait d'avoir accès à ces maisons qui sont si merveilleuses. Très bien, on va y revenir, juste le temps de donner la parole à Jamal Arzqi, donc, qui est écrivain universitaire. Alors Jamal, tu publies en langue kabyle, mais tu es aussi dans d'autres sphères de l'éducation. Et donc, tu as publié des nouvelles, Toulisine, en langue kabyle, intitulées Ekhel Dhouekhel. C'est aux éditions Thira. Alors, c'est quoi ce texte? Ekhel Dhouekhel. Ekhel Dhouekhel, oui, c'est vrai. Bah, c'est un recueil de nouvelles en kabyle, entièrement écrit en kabyle. J'ai voulu publier ce livre en premier, si vous voulez, c'est une sorte de revanche sur l'histoire. Oui. Je dis, parce que quand j'étais enfant, j'étais scolarisé en arabe, en français, j'ai dit, ça m'est resté une tâche. Je n'ai pas appris ma langue, alors que c'est sur le plan affectif, sur le plan, ça représente quelque chose de très important. Et donc j'ai tenu à publier, à faire ma première publication entièrement en kabyle, c'est très affectif. D'ailleurs, c'est fait à dessin. Ensuite, c'était des nouvelles qui sont faites à des fins pédagogiques. Parce que j'ai remarqué, j'étais inspecteur de l'éducation en berbère en même temps, j'ai remarqué qu'il n'y avait pas beaucoup de supports écrits, de la typologie de texte. Alors je me dis pourquoi pas, je vais faire d'une pierre deux coups. D'ailleurs, dans l'introduction, j'ai parlé de la portée pédagogique et didactique de ces nouvelles, où j'ai introduit par exemple les différents types de descriptions, contrastives, historiques, itinérantes, statiques, etc. C'est à des fins pédagogiques parce que c'est demandé dans les programmes officiels de Tamazight. Oui, mais quand même sur plusieurs textes, donc plus d'une dizaine. Quels sont les thèmes qui reviennent dans ces nouvelles alors? C'est un peu varié. J'ai parlé, c'est surtout, je suis parti des histoires anciennes. J'avais un double objectif. D'abord, les fixer par écrit parce que j'ai remarqué que la génération actuelle ne connaît pas grand-chose de la tradition orale, de la langue, et même sur le plan de la langue, sur le plan du vocabulaire. Alors je me dis pourquoi pas ne pas fixer par écrit toutes ces histoires du patrimoine, du terroir. Et de l'autre côté, j'ai introduit sciemment des mots qu'on n'utilise pratiquement pas maintenant, parce que les supports... Des mots qui ont disparu de la langue kabyle? Ils n'ont pas disparu, mais ils ne sont plus utilisés, par exemple, dans des zones rurales et qu'on ne retrouve pas aujourd'hui dans les villes, par exemple. D'accord. Et qu'il y a des supports traditionnels, quand ils disparaissent, il y a le mot qui disparaît. J'ai voulu ressusciter ces mots à travers d'autres usages, à travers l'écrit. Très bien. Il y a une nouvelle qui est intitulée Taqsit Nouglid Douakhli. Donc c'est l'histoire du roi et de l'esclave. Oui. Là, c'est aussi une histoire qu'on racontait le patrimoine, du terroir. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris l'ossature, oui, mais je l'ai habillé d'une façon littéraire. Donc j'ai ajouté les lieux, les descriptions, j'ai ajouté un habillage comme ça littéraire pour leur donner un cachet moderne. D'accord. Donc c'est un recueil de nouvelles et d'habitude depuis donc quelques années, je dirais une trentaine, une quarantaine d'années, en langue kabyle, on a plutôt la publication de poésie et quelques romans. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il y a peut-être moins de textes de nouvelles en langue kabyle? Il y a, à ma connaissance, il n'y a pas... D'abord, c'est un genre qui est nouveau dans le paysage culturel et littéraire kabyle. Oui. On n'a pas l'habitude d'écrire, et même le roman, c'est relativement récent. C'était beaucoup plus du genre le conte, les légendes, mais pas la nouvelle, pas le roman. Bon, le premier roman était écrit en 81, donc c'est très très récent dans l'histoire littéraire kabyle. Et pourquoi j'ai choisi la nouvelle? Parce que je me dis que c'est facile à lire, et puis il n'y a pas beaucoup de livres, beaucoup de nouvelles en kabyle.
c'est un genre nouveau qu'on ne maîtrise pas encore. Donc je suis resté un petit peu dans la remarque qu'on m'a faite. Oui. Je suis resté un petit peu dans la tradition orale, dans l'oral avec le... C'est-à-dire même à travers l'écrit, vous avez transmis un peu Tout à fait. cette quête orale. Tout à fait. Donc, et je les ai écrites totalement en kabyle. J'ai introduit très peu de néologismes pour ne pas, parce que parfois c'est un frein pour le lecteur quand on introduit beaucoup de néologismes. C'est rebutant pour un lecteur. Donc je suis resté un petit peu dans le registre oral. C'est bien que vous nous disiez ça parce que quand même aujourd'hui, la langue kabyle est un peu envahie par de nouveaux mots qui n'ont pas été assez utilisés dans la vie courante. Hein. Oui. On a du mal à assimiler, parfois c'est le reproche qu'on nous font, que nous font les gens. Pourquoi ce nouveau vocabulaire, c'est fermé, c'est hermétique, même si quand même il y a de nouveaux termes qui sont passés dans l'oralité, hein, oui. Azul, Fenmir, etc. Avec l'usage, donc il faut des petits dosages comme ça, mais pas d'un seul coup. Je pense que ça va être rebutant. Sinon, à la langue, on va créer une nouvelle langue, une langue tout à fait artificielle. Voilà, on va créer une langue que peu de gens vont comprendre, n'est-ce pas? Qui ne serait pas donc vernaculaire, alors qu'aujourd'hui la langue kabyle est une langue vernaculaire, n'est-ce pas? Ouais. C'est une langue assez vivante, tout à fait, qui se renouvelle, peut-être même avec certains apports, n'est-ce pas? Tout à fait, c'est une langue vivante qui se développe, qui se renouvelle, avec l'usage de l'écriture, donc c'est déjà important. Bien sûr. Voilà, je pense... On va y revenir, hein, c'est un long débat. Hein. Et juste le temps de revenir à Alger, donc cette apparition, parce que le livre commence par cette apparition. Alger, quand on vient surtout en bateau, nous donne tout de suite sa magie. Hein. Tout de suite, on voit cette colline blanchâtre. N'est-ce pas? Tout à fait. Je me souviens quand j'étais gosse, j'accompagnais parfois mes grands-parents qui, comme les gens d'Algérie, allaient faire une cure à Vichy pour le foie ou à Aix-les-Bains pour les rhumatismes. Et quand nous rentrions à Alger, le matin, j'avais très envie, et je le faisais, de me lever tôt pour aller sur le pont pour voir apparaître la ville sur sa colline avec sa blancheur. Ça, c'est une magie, hein. C'est une offrande pour tout visiteur, n'est-ce pas? Merveilleux. Et alors, par bonheur, j'ai pu, au cours des années où je suis retourné après l'indépendance, accéder au bout de la jetée pour faire des photos de ce panoramique, ce qui n'est pas tout à fait facile parce que c'est devenu une zone militaire. Ça, c'est vrai. Mais j'ai été autorisé et j'ai pu faire de là donc des photos de ce panorama magique. Et puis donc dans le bouquin, il y a un feston des plages aussi. Alger est bordé de très belles plages, à l'est et à l'ouest, n'est-ce pas? Oh, absolument, et les souvenirs premiers que l'on a, ce sont les plages de mon quartier, parce que je suis un enfant de Bab el Oued. Ah, d'accord. Et donc les plages que nous fréquentions, c'était les plages de Padovani, de Matares, avec leurs lettres de noblesse, parce que la plage de Padovani avait bien évidemment un établissement en bois surélevé, et c'est là où Albert Camus faisait les répétitions de ses pièces de théâtre avec les acteurs de Radio Alger. C'est magnifique. Est-ce que c'est vrai que Camus disait d'Alger l'étoile? Oui, bien sûr, bien sûr. C'est une étoile qui le guidait un peu dans ses créations et dans sa vie aussi. Absolument, absolument. Il faut dire que Camus a souffert de son exil parisien, il l'écrit lui-même. Tout à fait. Et alors, là récemment, j'ai fait un article sur une comédienne de Radio Alger qui s'appelait Laure Santi. Oui. Et cette brave dame était comédienne, elle jouait dans des pièces à la salle Pierre-Borde, etc. Et un jour, il y a un monsieur qui vient la voir en lui disant « Écoutez, je travaille à Paris avec le réalisateur Christian Jacques et je pense que vous êtes tout à fait le personnage dont il a besoin pour son prochain film. »
Avec difficulté, elle accepte de venir tourner ce film à Paris, en ayant quand même gentiment à ses côtés Elvire Popesco. Oui. Le film se fait, on lui propose d'autres contrats, et elle dit non, ça ne vaut pas Alger, je rentre chez moi. Incroyable, incroyable. On va y revenir. Hein. Juste le temps donc de parler de contes et légendes de Kabylie aux origines du monde, donc de Djemal Arzqi, publié aux éditions Fleiss, comme ça, en France. Donc c'est un livre, je crois, qu'on peut trouver à la FNAC en France. Alors comment est-ce que vous avez sélectionné ces contes et ces légendes? Là, vous verrez, vous voyez, oui. Là, aux origines du monde, c'était une collection où on publie toutes les légendes. Des contes des quatre coins du monde. Voilà. D'accord. Il reste l'Algérie, donc j'ai été contacté par l'éditrice. Oui. Elle m'a demandé est-ce que vous pouvez contribuer comme ça par des contes. Parce qu'avant, on a discuté sur les contes. Elle me dit, mais vous connaissez beaucoup de contes. Ben J'ai dit oui, je n'ai pas pensé à les... il m'a dit voilà, pourquoi ne pas les fixer par écrit, et puis voilà, vous allez partir. Et c'est comme ça qu'est née l'idée de publier ces contes et légendes. D'ailleurs, ça m'a donné par la suite. J'ai enrichi les textes, je travaille aussi sur les légendes, sur les... C'est très bien. Ouais. C'est très bien, mais là, vous avez mis beaucoup de contes, beaucoup de légendes. Ouais. Et encore une fois, les thématiques, est-ce qu'il y a des thématiques qui reviennent dans ces contes? Bon, il y a des contes merveilleux, des contes étiologiques, mais aussi il y a la cosmogonie. Oui. Tout ce qui est origine du monde, et tout. C'est ce qui m'intéresse. Donc je travaille, on a beaucoup de contes, beaucoup de légendes, les représentations qu'ont nos ancêtres sur l'origine du monde. Oui. Et que donc ça remonte très très loin. Et alors je me dis pourquoi ne pas me spécialiser dans cette c'est une bonne idée, hein, ouais. C'est une bonne idée. Et hein. qu'on retrouve par la suite tout Vous parlez par exemple de la fiancée d'Anzar. Voilà, oui, par exemple. Que beaucoup de gens connaissent, bien sûr. Ouais, hein. ouais, c'est des contes très près de la nature en général, n'est-ce pas? Ce sont des contes, des légendes inspirées du paganisme. Oui, bien sûr. La religion, bien sûr. Le culte des éléments de la nature. De la nature, tout simplement. À toutes les religions. À toutes les religions monothéistes qui existaient bien avant les religions monothéistes. C'est ce côté que je veux montrer que nous existons bien avant toutes ces religions. Donc on a un ancrage dans l'histoire, un ancrage très ancien. C'est ce côté que je veux montrer. C'est très bien parce que effectivement la mémoire collective modulée par un système de partie unique, de pensée unique, hein, ouais. a tout essayé pour élaguer un petit peu, pour presque abîmer toute cette longue histoire ancienne. Il y a eu une volonté d'éradiquer toute cette culture, avec toutes ces richesses, avec toutes ces nuances, il y a eu une volonté, c'est ce qui me touche le plus. Oui. Alors je me dis, je vais travailler dans ce sens, je vais au moins récupérer ce qui peut l'être, et que je vais mettre ça par écrit, et ça sera un matériau pour les recherches ultérieures. Bien sûr, beaucoup de chercheurs pourraient s'en inspirer pour aller à la recherche peut-être d'autres contes, d'autres légendes, ou bien ils pourront, les universitaires en tout cas, pourront faire des recherches sur ces textes. Oui. Je connais quelqu'un justement qui travaille sur la mythologie kabyle à l'universitaire de Bougie, qui travaille sur ça, justement, sur la mythologie. Il est en thèse ou bien c'est un travail personnel? Il est en thèse aussi. Il est en thèse, d'accord. Oui, il est en thèse, donc il fait de la recherche dans ce sens. Et je compte aussi faire les mythes fondateurs de la littérature berbère, en général. Oui. Tout ce qui sous-tend les rituels, les comportements, la langue, l'origine des mots, parce qu'on trouve qu'ils ont une origine commune très lointaine dans le temps. C'est très ancien. Très très ancien, ça remonte quand même à plusieurs siècles. À des millénaires, probablement. Ah oui, à des millénaires, bien sûr. Et que si on pousse plus loin, il y a des contes qui sont contemporains de l'époque des pharaons. Oui, effectivement. Certains sont sauvegardés dans la région des Bibons. Il y a un conte, par exemple, sur Sheshnar.
Par exemple, voilà. Oui. Donc tout ça, ça sera vraiment dommage. C'est extraordinaire, oui. Ça sera dommage de les perdre, bien sûr. De les perdre comme ça. Donc c'est ce qui me motive le plus, c'est de sauvegarder. Déjà, je vous l'ai dit tout à l'heure, au début, mon objectif, c'est d'abord sauvegarder, et ensuite développer. Mais c'est surtout cette survie qui... Je suis pratiquement là où je vis, parmi les derniers maillons du chaîne de transmission. Oui. Avec les nouvelles technologies, les gens ne parlent plus, il n'y a plus de transmission, il y a la concurrence de l'image, de la télé. Effectivement. Et voilà, quand je discute, j'ai enseigné à l'université de Bouira, quand je discute, moi, de temps en temps comme ça, une expression toute faite en kabyle, et puis ils me disent, mais... Les étudiants ne connaissaient pas. C'est quoi? C'est quoi ça? C'est incroyable. Hein. C'est là que j'ai dit, ce sera dommage de perdre toute cette richesse. Bien sûr, qu'il faudra sauvegarder à tout prix. Vous avez raison. Oui, bien sûr. C'est de sauvegarder d'abord. Et puis toujours, donc, dans ce livre, il y a aussi une partie qui est consacrée aux saints. Les saints aussi existent en territoire berbère, particulièrement en Kabylie. C'est des saints qui ont été longtemps respectés, vénérés, n'est-ce pas? Oui. Mais c'est des gens qui ont fait du bien aussi, hein? On ne les vénère pas pour rien du tout. Au-delà de l'aspect religieux, bien sûr. Au-delà de l'aspect religieux, il y a quand même une certaine kabilité qu'ils ont gardée, que ce soit sur le plan de la langue, du vocabulaire, des comportements, des traditions, d'ailleurs qui sont aujourd'hui combattus par la nouvelle religion, par le nouveau courant religieux. Oui, bien sûr. Par les intégristes islamistes. Pour eux, c'est de l'hérésie. Oui. Parce que c'est un islam populaire pacifique. On n'a jamais eu de problème avec cette religion. Il a fallu attendre les années 90 pour assister à ce qui se fait malheureusement aujourd'hui à travers le monde. Toute cette violence, toute cette... voilà, mais ça n'arrange pas donc l'affaire des intégristes. Pour eux, ils veulent substituer l'islam populaire à l'islam officiel qu'ils contrôlent, à des fins politiques, bien évidemment. Tout à fait. On va y revenir. Donc, on va encore parler d'Alger d'hier et de toujours avec Jean-Pierre Stora. Et donc, il y a les quartiers populaires, il y a Bellecour, il y a aussi Bab Loued. Alors, c'était votre quartier alors? Oui, absolument. Et quel souvenir vous en gardez jusqu'à aujourd'hui alors? Un souvenir très cher. Bab Loued, c'est ma ville, c'est mon village. Oui. Et quand je vois des photos de Bab Loued, ça me touche encore peut-être plus directement qu'une photo de la rue Michelet ou du parc de Galan. Mais enfin, c'est quelque chose de très cher à mon cœur. Je vous comprends, c'est tout à fait naturel et humain. Et Bellecour alors, c'est d'abord Camus ou bien c'est autre chose aussi? C'est d'abord un coiffeur pour hommes, c'est-à-dire... C'est vrai? C'est qui alors? C'est-à-dire, j'avais un oncle qui... Ah d'accord, oui, c'est très bien que vous me disiez ça. Oui. Qui avait sympathisé avec un coiffeur pour hommes qui était établi à Bellecour. Oui. Et j'ai été élevé avec mon cousin Germain, nos mères étaient sœurs, ce cousin étant décédé aujourd'hui, c'était un cinéaste qui s'appelait Guy Gilles. D'accord. Et j'ai fait les musiques de ses films. Nous avions le même âge, ou plus exactement 8 mois de différence. Et mon oncle nous amenait, lorsque nous avions à aller chez le coiffeur, j'en ai besoin d'ailleurs actuellement, peut-être irais-je à Bellecour s'il y est toujours, et il nous amenait à Bellecour chez son ami le coiffeur. Et c'est comme ça que j'ai commencé à connaître Bellecour. D'accord. Et puis ensuite, j'ai davantage encore connu Bellecour avec les piscines qu'il y avait. Oui. Alors, je ne sais jamais si on doit l'appeler piscine municipale, mais je crois que c'est le nom exact. Oui, c'est ça. Et puis ensuite, ça a été Bellecour, avec évidemment la découverte des livres de Camus. Oui. Et dans le livre, il y a de belles photos de Bellecour, de Bab Loued. Il y a aussi Notre-Dame d'Afrique. Alors, Notre-Dame d'Afrique, c'est un joli coin d'Alger aussi. C'est très beau, et alors ce que j'apprécie beaucoup à Notre-Dame d'Afrique, c'est que finalement, c'est un lieu de prière, de recueillement, ouvert à toutes les religions. Oui. Pas seulement à l'islam,
pas seulement à la chrétienté, mais également aux éléments de judaïsme. Et d'ailleurs, quand vous entrez dans la nef de Notre-Dame d'Afrique, il y a les symboles des trois religions principales, avec d'ailleurs une étoile de David au plafond de Notre-Dame d'Afrique. Et j'aime bien, d'ailleurs, ça m'amuse l'expression, selon l'expression algéroise, on va chez Madame l'Afrique. C'est comme ça qu'on dit, ça c'est vrai, oui, oui. Et alors, cet Alger, alors, c'est une ville d'Orient ou d'Occident, ou bien c'est juste une ville nord-africaine? Non, c'est une ville d'Orient, d'Occident, où les éléments se mêlent de manière très intrinsèque, très harmonieuse dans l'architecture. Et d'ailleurs, je me suis penché sur le fait de savoir pourquoi, dans une ville qui devenait européenne, il y a eu des gouvernements qui ont fait en sorte que la grande poste ait été construite dans un style oriental, la préfecture également et d'autres bâtiments encore. Et puis j'en ai eu la réponse en me documentant. C'est parce que les gouverneurs généraux qui étaient à l'époque de ces constructions en place ont espéré qu'au travers de cet élément artistique, il y ait davantage encore le rapprochement entre les civilisations européennes et orientales. Oui. Et donc, au final, Alger, c'est une ville mythique, hein? C'est l'un des chapitres de votre livre. Alors, mythique, dans quel sens? Religieux, sentimental, et puis existant. Oui. Sur un plan réel, mythique parce que c'est quelque chose d'ancré profondément en soi-même, mythique par rapport à tout ce qu'a vécu l'Algérie au travers d'Alger, au travers du territoire de manière générale, mythique par rapport aux civilisations qui s'y sont succédées et par rapport à ce que aujourd'hui Alger est. Tout à fait. Donc Alger d'hier, et elle le sera de toujours, c'est ça? De toujours, absolument de toujours. Il faudra le dire et le redire alors. Et on fait juste une petite pause et on revient au débat. On revient donc au débat avec le compositeur et photographe Jean-Pierre Stora et l'écrivain et universitaire Djemal Arzqi, à qui je donne la parole pour qu'ils nous disent quelque chose sur donc, cette étude, cette biographie de Mohamed Saïd Amlikech, des Zayd Sidi Ali ou Abdallah, 1812-1877, un poète et résistant, un livre donc que vous avez écrit avec Yahya Bellil, que nous saluons. Tout à fait, je le salue au passage. Là, c'est un livre, c'était un poète de notre région, la région Athmelikech, la tribu Athmelikech, que Ma'amri a évoqué dans son livre Poème kabyle ancien. Oui. D'ailleurs, c'était l'idée était venue de là. Nous sommes allés le voir Ma'amri en personne, et il nous a renseigné sur comment il a, parce qu'il n'était pas très connu chez nous. Il n'y avait pas d'archives, il n'y avait pas d'écriture. Il reste un petit peu dans la tradition orale. Alors qu'est-ce qu'on a fait? On s'est dit pourquoi pas, nous allons faire de la recherche, on va ressusciter ce poète. C'est ce que nous avons fait, donc on a interrogé encore les personnes âgées de sa famille. C'est un travail qu'on a entamé en 88-89. D'accord, d'accord. Ça date, hein? Ça remonte quand même à quelques années. Hein? Tout à fait, une trentaine d'années. Oui, bien sûr. Donc on était jeunes à l'époque, on s'est dit, voilà, on va travailler sur ce poète. On a recueilli les poèmes qui restaient, parce que ils disparaissent. Les gens Vous les avez recueillis chez les anciens? Oui, tout à fait. D'accord, donc les anciens les retenaient de mémoire? De mémoire. Bon, il y a ceux qui ne sont pas complets, il y a ceux qui... On a trouvé aussi dans Anoto quelques passages. D'accord, oui, Anoto oui, effectivement, donne des poèmes. En 1867. De poètes kabyles, oui. Poésie de Jurjura, c'est ça. En 1867. On a trouvé aussi chez Ma'amri quelques passages. Bon, quand j'ai interrogé Ma'amri, il me disait que c'était son père, un Moussenaou, qui retenait tout ça. Et entre autres, parmi les poètes, il citait Mohamed Saïd Amlikech.
Oui. Et là, donc, nous avons fait quand même une petite biographie, on a cherché... Et qu'est-ce que vous avez trouvé alors? Comment est-ce qu'il a vécu? Alors, on a trouvé que c'était lettré, parce que son grand-père avait une zaouia à l'époque. Oui, donc il était lettré en langue arabe. En langue arabe. Oui. Et que, pourquoi poète et résistant, quand la guerre de 1871, la guerre de 1854 avec Boubrala. Boubrala s'est établi dans le village natal de Mohamed Saïd, donc la zaouia de son grand-père, et que Mohamed Saïd servait de secrétaire. D'accord. Il servait de secrétaire, donc voilà, celui qui écrivait, celui qui faisait donc tout ce travail de secrétariat. Et que par la suite, il a participé aussi à la guerre, il chantait aussi les louanges. Il faisait une sorte de l'écriture orale, comme disait Mabry. Avec la poésie, on retrouve beaucoup d'éléments historiques qui sont vérifiés sur la mort de Boubrala, sur la guerre, sur tout ce les combats aussi qui ont eu lieu entre l'armée coloniale française et les résistants kabyles. Il a parlé sur le combat des Charédon en 1856, 1857. Donc à partir de là, c'est pour ça qu'on l'a intitulé Poète et résistant. Dans sa poésie, il faisait une sorte de chronique de guerre à travers la poésie. Bon, malheureusement, il y a beaucoup de poèmes qui sont perdus. Donc on a recueilli ce qui restait 43 poèmes. Est-ce qu'il y aurait par exemple des femmes qui se souviendraient à une époque, pas aujourd'hui puisque c'est ancien, de ces poésies? Parce que beaucoup de femmes dans la société kabyle avaient retenu beaucoup de poésie, parce que la poésie chez les femmes avait servi un peu d'outil de résistance. Tout à fait. J'avais mon arrière-grand-mère qui était née en 1898, bon, elle est morte dans les années 90. Bien sûr. Elle m'a transmis la moitié de la poésie, pas seulement de Mohamed Saïd, mais d'autres poésies. D'autres poésies, il y en avait beaucoup de poésies. Il y en avait énormément de la poésie de résistance, justement, sur laquelle je planche dans ma thèse de doctorat. C'est très bien, il y en a eu surtout après la défaite de 1871, parce que ça a été une guerre terrible, qui a duré en réalité jusqu'en janvier 1872. 72, et puis avec les déportations, bien sûr. Le séquestre, puis avec l'expropriation. Beaucoup de familles ont été expropriées de tous leurs biens. La loi Varnier, 1873, qui a achevé les paysans, qui les a déracinés. Donc toutes ces conséquences, il y a la déstructuration de toute la société. Donc il y a eu une grande famine par la suite, une grande pauvreté. L'errance aussi bien sûr, c'est ce qui a donné l'errance de Simha Mhand, le grand poète kabyle. Et comme la guerre, surtout en 1850, s'est déroulée dans la région, il y a beaucoup les séquestres, surtout les gens qui ont été déportés aussi en Nouvelle-Calédonie. Donc c'est un petit peu ce que nous avons retracé dans la partie histoire d'Athmilikish. Oui, donc ça coïncide en fait. À travers le poète, vous avez restitué l'histoire de la région qui n'est pas très connue jusqu'à aujourd'hui, même si elle est jalonnée de grands faits d'armes et de résistance, bien sûr, à toutes les époques. Tout à fait. C'est ce qu'on a tenté de... Il y a un manque flagrant de documents, donc on a essayé de nous baser un petit peu sur le peu qu'il y a, et puis surtout sur la tradition orale. Oui. Donc c'est difficile à mon sens, c'est le premier travail qu'on a fait, qui va servir aussi, j'espère, de base. Et justement, il est à espérer qu'il y ait d'autres travaux, et je pense qu'il y en aura, puisque vous avez un peu tracé le chemin. On va y revenir. On va parler toujours d'Alger, d'hier et de toujours, ce livre paru chez les éditions L'Archipel avec un très beau texte d'Alain Vircante-Delay. Et donc, vous, monsieur Jean-Pierre Stora, vous êtes retourné en Algérie. Et la première fois que vous êtes retourné, donc après 1962, c'était quand? Si vous avez ça en mémoire. Oui, c'était en 82. D'accord. Exactement.
Et à partir de ce moment-là, j'y suis retourné presque tous les 6 mois. D'accord. Et je dois dire, évidemment, la première fois où je suis retourné, c'était avec l'émotion que vous imaginez. Bien sûr. Et il y a eu une chose merveilleuse. Lorsque j'ai franchi la douane, il y avait un douanier qui a lu sur mon passeport, évidemment, né à Alger, et qui m'a dit une chose qui m'a beaucoup touché, et je la répète, « Monsieur, vous êtes chez vous ici, soyez le bienvenu ». Merci, c'était très touchant. Oui, bien sûr, bien sûr. Et donc, vous avez retrouvé aussi un jour, vous me l'avez dit hors antenne, un grand poète algérien, paix à son âme, Jamal Amrani. Oui. Vous aviez connu... C'est une belle histoire avec Jamal. Lorsque j'avais 10-11 ans, mon cousin, dont je parlais tout à l'heure, Guy, Gilles et moi, étions déjà très orientés pour aller vers des carrières de music-hall, de cinéma, etc. Et les vedettes qui passaient, parce qu'il y avait une activité culturelle à Alger, il ne faut pas l'oublier, non seulement locale, mais avec les tournées théâtrales, etc. Et tout gosse, nous allions voir ces vedettes, peut-être, et même certainement, pas tellement pour avoir une photo dédicacée de un tel ou un tel, mais parce que ça nous permettait déjà, tout gosse que nous étions, de poser des questions. Comment entre-t-on dans ce milieu? Voilà. Et on avait une expression erronée, mais qui voulait tout dire. Comment devient-on artiste? Comment entre-t-on dans un studio de cinéma, derrière une caméra, derrière un piano? Et il y avait un gamin de notre âge que nous voyions à chaque fois que nous allions chercher ces photos dédicacées. On savait de lui qu'il s'appelait Jamal, point. Et puis, au cours de l'un de mes retours en Algérie, j'étais accueilli, j'avais fait ce voyage avec Alain Vercourdelet, justement, et Alain, avant de partir, me dit il y a l'un de mes amis qui vient nous chercher à l'aéroport, et il s'appelle Nadir Boumengel, le fils d'Ali Boumengel. Oui. Très bien. Nous arrivons, Nadir nous accueille, et il avait fait préparer chez sa grand-mère un dîner pour nous. Nous montons donc chez la grand-mère, j'emploie le nom ancien, à Birmandrès, et il y a un monsieur de mon âge qui vient vers moi, qui m'embrasse. Je ne le reconnaissais pas, et il me dit « Alors, tu ne me reconnais pas ?»« Non. » « Enfin, cherche un peu. »« Cherche un peu. »« Non. » Et il me dit « Jamal !» Et à ce moment-là, tout m'est revenu. Et bien évidemment, et à partir de ce moment-là, on s'est beaucoup revus à Alger. À cette époque-là, il publiait beaucoup de poésie. Il avait même une émission de poésie sur la radio algérienne. Voilà, exactement. Et d'ailleurs, j'ai ces recueils de poésie. Ce sont de très beaux poèmes. C'est de très beaux textes, effectivement. Oui, oui, oui. Voilà, et donc c'est le moment des retrouvailles avec Jamal, et puis par là même la connaissance de sa famille, de sa grand-mère qui était d'une beauté à 92 ans, d'ailleurs j'ai eu le plaisir de faire des photos d'elle, et puis j'ai connu toute la famille Amrani. Ben c'est très émouvant ce que vous nous dites, hein. Jamal Amrani est l'un des plus grands poètes algériens d'expression française. Absolument. Hein. Et vous avez connu aussi quelqu'un qui écrit très bien, qui avait l'Algérie dans le cœur, c'est Jean Pellegrini. Oui, oui, oui. Jean Pellegrini, je l'ai connu à travers son livre. J'ai commencé à le connaître à travers son livre « Les Oliviers de la Justice ». Et puis après, j'ai lu ses autres livres, bien évidemment. Et quand j'ai lu ce livre, j'ai eu envie de le connaître pour lui, pour son livre, et pour le fait que le film était tourné en partie à Alger et dans la Mitidja. Et il fallait avoir le courage de le faire parce que c'était pratiquement à 6 mois de l'indépendance. Et je vais vous raconter une petite anecdote. Je me suis occupé à Paris, à Nîmes plus exactement, du festival du film algérianiste où étaient projetés des films tournés en Algérie du temps de la présence française. Et puis, à la suite de cela, j'ai été amené à présenter ces films sur un paquebot.
Et avant que je ne prenne intérêt pour ce festival algérianiste à Nîmes, avait été projeté le film réalisé par un Américain, un jeune Américain qui s'appelle James Blue, qui est décédé aujourd'hui, à partir du livre de Jean Pellegrini. Et le film s'appelle du même nom, Les Oliviers de la Justice. Et il y avait eu des huées dans la salle parce qu'on n'avait pas compris, à mon avis c'est le mot qu'il faut employer, sur ce que Jean avait voulu dire au travers de son ouvrage. Et lorsque l'on m'a demandé sur ce paquebot de présenter des films, j'ai insisté et obtenu que l'on pût mettre au programme Les Oliviers de la Justice. Et on me dit « Oh là là, tu ne sais pas où tu mets le doigt ». Et j'ai estimé devoir expliquer, parce que c'était un public passager essentiellement de pieds noirs, ce qu'était ce livre, et je leur ai demandé comme une faveur personnelle de venir voir le film. Ils ont compris, ils sont venus, et compte tenu de la capacité réduite d'une salle de spectacle dans un bateau, eux m'ont demandé le lendemain d'organiser une nouvelle projection. Une nouvelle projection, oui. Et en 2 mots, ce qu'est ce livre, il faut le comprendre, c'est l'expression de l'amour d'un jeune homme de 30 ans qui était parti faire sa vie en France et qui, au motif de ce que son père va mal, revient en Algérie et découvre qu'au fond, c'est là, et là seulement, où il peut vivre. C'est là son vrai pays. Absolument, absolument, et tout l'amour du pays natal au travers de cela. Oui, on n'y échappe pas à cet amour. Absolument. Je reviens à Djamel Arezqi. Donc, vous avez enseigné la langue tamazight à l'université. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à propos de cet enseignement, sommairement, comment ça s'est fait, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire aujourd'hui pour améliorer cet enseignement? Au début, j'ai commencé à enseigner de 2008 à 2011 à l'université de Bouira, juste après l'ouverture du département. D'abord, il y avait un manque de moyens. À l'époque, ce n'était pas encore une université. Une université, oui, c'était un centre universitaire. Un centre universitaire où on a ouvert à la hâte, comme ça, un département de tamazight sans moyens. Ensuite, la deuxième difficulté, c'est lié au statut, à l'époque, langue nationale, mais on n'a pas mis les moyens nécessaires. D'ailleurs, c'était intégré dans le département de l'arabe. De la langue arabe. De la langue arabe, ça veut te dire. Oui. Donc, on n'a pas mis tous les moyens. Deuxièmement, le manque d'expérience de l'enseignement de tamazight, qui était très récent dans le paysage éducatif algérien. Tout ça, c'est pour ça que par la suite, nous avons créé une association de recherche pour justement améliorer l'enseignement de la langue tamazight sur le plan qualitatif, sur le plan des méthodes, des méthodologies, qui a donné lieu à un livre intitulé L'enseignement tamazight en Kabylie, un ouvrage collectif où nous avons introduit la pédagogie de projet, par exemple, une expérience pratique de quelques années sur le terrain et qui s'est soldée par des résultats prometteurs. D'accord. Et donc aujourd'hui, l'enseignement devrait être encouragé, mais je ne parle pas de l'université. La langue amazigh est un enseignement toujours facultatif. Oui. Est-ce que c'est un handicap sérieux? Est-ce qu'il est urgent de rendre cette langue obligatoire? Tout à fait. C'est un handicap sérieux à partir du moment où, d'ailleurs, c'est contradictoire par rapport à la législation algérienne qui dit que une fois qu'une matière, quelle qu'elle soit, est entrée à l'école, est enseignée, elle devient de fait obligatoire. Oui. Et qu'à côté, on trouve tamazight introduit dans le système éducatif, mais qui est facultatif. Oui. Là, ça ne marche pas. Donc, il y a une volonté délibérée de nuire à l'enseignement de tamazight. Et qu'on retrouve malheureusement, comme il y a beaucoup de matières à l'école, les enfants sont submergés de matières. Ils travaillent plus que les enseignants de 8h à 17h tous les jours.
Donc, on conçoit Tamazight comme étant quelque chose de plus, une matière de plus qui n'est pas comptabilisée. Malheureusement, certains Kabyles qui retirent leurs enfants de l'école. Ah, carrément. Ah, donc, carrément, oui. Ils se permettent le luxe de leur supprimer cet enseignement de la langue ancestrale. Parce qu'ils réfléchissent en termes de quantité, en termes de langue. Ils ne savent pas que Tamazight, c'est une langue maternelle, c'est que sur le plan affectif, c'est très important. Bien sûr. Pour la construction de la personnalité. De l'individu lui-même. De l'individu. Moi, je vous dis que c'était une tâche. Il m'est resté une tâche parce que c'est un manque, parce que je n'ai pas appris ma langue à l'école. Oui. C'est par la suite que je l'ai apprise. Et là, ils réfléchissent en termes donc, de quantité, parce que l'enfant a beaucoup d'heures de travail. Ce qui est vrai. Ce qui est vrai, oui. Ce qui est vrai. Et que le caractère facultatif, là, je pense que, étant langue nationale et officielle aujourd'hui, je pense qu'il n'y a plus de raison d'être. Voilà. Et vous êtes aussi inspecteur de langue française jusqu'à aujourd'hui, je crois, n'est-ce pas? Oui. Et l'enseignement de la langue française, alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire un peu, on va dire rapidement? La langue française n'est plus, on l'enseigne, on l'appréhende comme une matière noyée parmi tant d'autres. Il y a le volume horaire est très réduit, par exemple, au primaire, les enfants, ils font 4h30 par semaine de langue française. Alors que c'est très peu, c'est insuffisant. Et puis sur le plan des méthodes, on est encore au stade de la transmission, restitution, montage de réflexes. Ça ne donne pratiquement rien du tout. Il y a une régression de la langue française partout, partout en Algérie. Dernièrement, il y a eu au ministère de l'Éducation nationale une évaluation quantitative des résultats. Alors là, c'est catastrophique. Pas seulement le français, mais aussi l'arabe. L'arabe qui est censé être langue nationale obligatoire. Il y a même des régions où elle est de l'ordre de 0 à 0,5 de moyenne générale. Ça veut tout dire. Est-ce que ça ne veut pas dire que c'est l'échec de tout le système éducatif, n'est-ce pas? Tout à fait. Tout à fait, c'est l'échec. Je pense qu'il faut repenser le système éducatif autrement, qu'il y ait une bonne formation des enseignants et que les programmes doivent être revus, améliorés et surtout, et qu'on s'oriente surtout beaucoup plus vers les pédagogies dites émancipatrices que ces pédagogies archaïques, transmissives, qui sont complètement obsolètes, qui ne s'adaptent pas. On a parlé tout à l'heure, par exemple, rien qu'un petit exemple, de l'introduction de l'image, où l'enfant, il y a un décalage entre les aspirations, entre ce qui existe dans la réalité et ce qu'on propose. L'enfant qui passe des heures devant l'image et qu'à l'école, on ne retrouve pas la trace de l'image dans les supports pédagogiques, là, je pense qu'il y a quelque chose qui ne colle pas. Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas ça marcher. Ne peut pas marcher. Voilà. Ce sont des remarques pertinentes, effectivement. Je reviens à Jean-Pierre Stora. Donc, vous aviez un jour à Paris reçu à dîner Kateb Yassine et Tahar Djaoud. Absolument. Alors, vous pouvez nous raconter cette soirée mémorable. Mémorable. De deux grands poètes. Absolument. Et c'est Nadir Bourbenjel qui l'a amené chez moi, en me téléphonant l'après-midi, en me disant « Nous sommes avec Kateb Yassine, est-ce que nous avions prévu de faire ce dîner chez moi ?» D'accord. Et il me dit « Je pense que tu seras d'accord pour que nous l'amenions. » J'ai dit non seulement d'accord, mais désireux. Et nous avons passé un dîner absolument merveilleux à parler essentiellement littérature algérienne, cinématographie algérienne, et en même temps l'Algérie de manière générale, l'Algérie que nous avons vécue, l'Algérie que l'on pouvait vivre, l'Algérie que l'on vivra. C'était vraiment une soirée mémorable. Et je me suis amusé d'ailleurs évidemment à faire bon nombre de photos de bien Kateb. sûr, mais bien sûr. Monsieur Jean-Pierre Stora, vous êtes aussi un grand compositeur de musique. Alors, comment est-ce que vous avez fait tout ça, hein? Je disais hors antenne et je le répète ici, votre vie est un roman, hein? Donc la composition musicale, alors vous êtes très demandé, ça je le sais. Oui, de tout gosse, la musique a été ma passion.
Et je me souviens que ma mère me racontait que lorsque, comme tous les petits garçons, j'étais dissipé, elle me mettait devant ce que l'on appelait à l'époque un phonographe. Oui. On mettait un disque et elle avait compris que j'aimais la musique classique. D'accord. Et elle mettait un disque de musique classique et elle me disait, là tu étais sage comme une image. Et puis, bon, comme on dit, j'ai grandi. Je ne savais pas, bien sûr, à l'âge de 10 ans, que j'allais composer. Et un jour, j'ai dit à mon père, je sais ce que je veux faire dans ma vie, je veux faire de la musique. Et mon père, qui était totalement étranger à ce genre de domaine, me dit, sûrement pas un bohème, un clochard dans la famille, surtout pas. Je n'en veux pas. Si bien que, à 10 ans, bon, j'étais encore plus que jamais épris de musique. Et j'ai commencé à composer à l'âge de 13 ans sans connaître une note de musique. C'est incroyable. Hein. Et nous n'avions pas de piano chez nous. J'allais chez ma grand-mère où il y avait un piano qu'elle mettait à ma disposition. Et je commençais à faire do, ré, mi, fa. Et puis, je voulais garder la mémoire de ce que je commençais à composer. Mon père totalement opposé. Et avec mon cousin, je reviens sur son nom, Guy Gilles, qui avait le même veto familial, lui était dirigé vers le théâtre, les beaux-arts, etc. Nous avions, lorsque nous avions 10-11 ans, fait des photos des acteurs dont nous allions demander une dédicace, et j'ai eu l'idée de lui dire, dis donc, les photos que nous avons faites des acteurs et celles que l'on peut faire, et si on allait les proposer à des journaux? Et ben voilà. Et vous voyez les deux gamins que nous étions, Guy avait 8 mois de moins que moi, apporter gentiment nos photos à la revue éditée par la mairie d'Alger, qui s'appelait, très beau magazine mensuel, qui s'appelait Alger Revue. Et vous voyez les deux gamins que nous étions décrocher la page vedette de passage. Eh ben c'est magnifique. Et à partir de cela, nous avons payé nous-mêmes nos cours de beaux-arts, de musique, etc., avec nos piges. Et puis ensuite, les choses se sont enclenchées. Lorsque j'ai eu les bacs, j'ai dit à mon père, non. Et mon père m'a proposé un marché en me disant, voilà, tu fais des études supérieures de ce que tu veux et je prends ta relève pour tes cours de musique. Et puis les choses se sont déroulées ainsi. Et elles se sont bien déroulées puisque vous êtes devenu avocat et vous avez fait beaucoup de chemin. Malheureusement, on arrive à la fin de l'émission. Peut-être qu'on a oublié quelque chose, Jean-Pierre Stora, ou bien un dernier mot. Oui, je suis ravi des personnes avec lesquelles je travaille. Je peux citer Jean-Paul II, le pape. J'ai fait un album avec lui. La princesse Grâce de Monaco, j'ai fait un album pour enfants avec elle. Quand je dis j'ai fait, ça veut dire que j'ai écrit la musique. Oui, bien sûr. Charlotte Rampling, pour laquelle j'ai écrit les musiques sur des textes de Michel Rive-Gauche pour les 2 albums de chansons qu'elle a enregistrés. Et puis actuellement, je travaille avec Jean-Marie Besset qui a écrit la pièce qui s'appelle Le Banquet d'Auteuil, qui sort actuellement en DVD. Et puis d'autres choses. Et d'autres choses vont venir, et bravo et bonne continuation. Merci de votre accueil, merci à vous les téléspectateurs. Je vous en prie. Alors, Jamel Alsqi aussi, peut-être qu'on a oublié quelque chose, ou bien un message, ou bien un dernier mot. Oui, mais je continue toujours à écrire, à produire. J'ai un autre recueil de nouvelles qui va paraître, j'espère bientôt. Et que mon ami Jean-Pierre m'a parlé d'illustrer un des contes là, en musique. Elle a su une très bonne idée, que je trouve que tout à fait originale. Et voilà. Ben c'est très bien, hein. Graffiti sert aussi à cela. Hein. Oui. Jamel Alsqi, je vous dis merci d'être venu dans le Graffiti et bonne continuation. Merci. Merci je vous en prie. Vous aussi, mes amis, merci de nous avoir regardés. Portez-vous bien, prenez soin de vous. Au revoir.